Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Tu as porté le maillot du Real. Toujours. On a failli vous battre. Non, on n'a pas failli nous battre. On ne nous bat pas comme ça. On vous Je bat dis pas comment? que nous ne sommes pas invincibles, mais nous ne nous laissons Mais pas c'est battre. quand même le comme Real, ça. c'est la plus grande Surtout, équipe de la Champions League. Non, c'est la meilleure équipe du monde. C'est la meilleure équipe de l'histoire. C'est comme ça. Nous avons des guerriers. Je ne dis pas que nous ne perdons pas. Nous perdons, mais nous perdons avec panache. Ouais. Il y a des fois où aussi la défaite est difficile. Et vous êtes confiant pour le match retour? Oui, absolument. On n'a pas eu 14 Ligues des champions pour rien. Si on n'était pas confiant, on ne serait pas là. D'accord. Le brin d'histoire, on va combien d'années en arrière? Bon, on va 48 ans en arrière. On va un peu revenir sur l'histoire de la micro-informatique. Parce qu'il faut savoir que la micro-informatique, c'est quand même une histoire récente. L'informatique en lui-même naît à la fin du XVIIIe siècle, le début du XIXe siècle, avec l'invention de certains composants électroniques comme les diodes et autres. Et donc, l'électronique va amener l'informatique, mais l'informatique restait jusqu'à la Seconde Guerre mondiale d'abord un domaine uniquement réservé à la défense et aux armées. Et puis, on va arriver les années 60 avec une forme de libération de l'informatique qui va maintenant tomber dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine industriel. Les entreprises utilisaient donc l'informatique pour maintenant mener des calculs ou des tâches qui s'avéraient fastidieuses pour des personnes simples, mais ça restait quelque chose qui était en déconnexion du grand public. C'était uniquement les grandes entreprises, par exemple, qui étaient dans la grande distribution pour faire des calculs, pour savoir les marges qu'elles devaient faire pour certains produits. Ça reste aussi des banques pour aussi leurs activités dans la finance et autres. Et donc, bref, jusqu'au milieu des années 70, il n'y avait pas les ordinateurs n'étaient pas accessibles pour le grand public pour une raison d'abord très simple. C'est la taille qu'elle prenait. Elle prenait des tailles énormes parce que les composantes n'étaient pas aussi petites qu'aujourd'hui. Mais surtout, le deuxième facteur, c'est le facteur de coût. Parce que les composants électroniques qui participent à la création de cette micro-informatique-là coûtaient excessivement cher. Vous avez des entreprises comme Oracle, par exemple, au milieu des années 70, qui avait un microprocesseur qui était le 8080, pas Oracle, Intel, qui avait un microprocesseur qui était le 8080, qui coûtait $675. Donc, $675, c'était quand même une petite fortune. Et donc, tout ça faisait que évidemment, des particuliers ou des petites entreprises n'avaient pas la capacité de pouvoir accéder à ce type d'équipement-là, à ce type de technologie. Et c'est la raison pour laquelle on a un petit ingénieur qui est diplômé du MIT, qui s'appelle Steve Wozniak, qui va commencer dans son petit coin à germer, à réfléchir à comment faire en fait un ordinateur qui soit petit et qui soit pas cher, qui soit accessible au grand public. C'est lui vraiment qui va être le premier à poser les bases de ce qui deviendra maintenant, aujourd'hui, l'informatique grand public. Et donc, lui, il va se dire que pour ça, il va falloir donc construire cet ordinateur. En fait, il va se dire, on ne va pas faire un ordinateur qu'on va fabriquer et on va donner à quelqu'un, mais on va plutôt faire une espèce de kit pour donner à la personne pour permettre à ce que la personne elle-même fabrique son ordinateur. Il lui donne les composants et puis la personne elle-même fabrique l'ordinateur. Et il faut aussi avouer que cette première génération de micro-ordinateurs s'adressait aux geeks, ce qu'on appelle les passionnés des geeks en informatique. Donc, ce n'était pas vraiment aussi pour un large public comme c'est le cas aujourd'hui. C'était vraiment pour déjà un public averti, donc principalement des gens qui sont issus, qui avaient à peu près le même profil, des ingénieurs, des enseignants-chercheurs dans des matières scientifiques très, très, très pointues. Donc c'était un peu à ce public-là, des particuliers qui n'avaient pas la possibilité, parce que financièrement et matériellement, ils ne pouvaient pas acquérir les gros ordinateurs, enfin les ordinateurs qui étaient en vente sur le marché. Donc, il fallait leur permettre d'avoir cet ordinateur-là. Et donc,
Steve Wozniak, il va aussi regarder, il va se dire aussi, il y avait une deuxième chose, pardon. Il y avait déjà aussi des micros, il y avait des prototypes de micro-ordinateurs qui étaient dans le public, mais ceux-ci avaient un désavantage selon Steve Wozniak, et là il va être très intelligent là-dessus, c'est dans la manière dont on crée l'interaction avec la machine. C'est-à-dire que pour l'utiliser, la machine était faite d'interrupteurs et de voyants lumineux qui s'affichaient et il fallait pouvoir interpréter ces voyants lumineux-là pour pouvoir comprendre le message que te donnait l'ordinateur. Et donc, pour lui, ce n'était pas intéressant. Et donc, comme il y avait déjà des claviers qui existaient, à l'équivalent des claviers de machine à écrire, et donc lui va se dire que c'est plus intéressant de mettre les claviers, de le connecter à tout un ensemble de circuits électroniques qui devaient interagir avec un écran. Et c'est cet écran-là qui devait, en quelque sorte, te donner la réponse de l'ordinateur et donc lire clairement ce que l'ordinateur envoyait comme réponse. Et ça va être véritablement un premier coup de génie de la part de Steve Wozniak. Restait que pour mettre ça en place, il fallait avoir un microprocesseur qui était particulièrement puissant. Or, le problème, c'est qu'il était puissant et les microprocesseurs puissants, ils coûtaient cher. C'est le cas, comme je l'ai dit, du processeur 8080 d'Intel qui, à l'époque, coûtait près de $675. Il a essayé de voir s'il n'y avait pas d'autres. Il va tomber sur un autre processeur qui est le 6502 de MOS Technologies. Lui, il était vendu pour à peu près 50 fois moins, à peine $52. Et donc, à partir de là, il va prendre ce processeur parce que ce processeur aussi avait l'avantage d'être très proche d'un autre processeur qui était aussi très utilisé, qui était très en vogue à l'époque, c'était le 6800 de Motorola, que Wozniak connaissait très bien parce qu'il avait déjà travaillé dessus sur d'autres prototypes d'ordinateurs. Et donc, lui, il va prendre ce processeur qu'il connaissait bien et il va l'adapter, évidemment, à sa machine. Et pour cela, il va juste faire de petits réajustements. Et donc pour cela, comme je l'ai dit, pour rendre vraiment la machine facile à utiliser et très interactive, il va opter non plus pour les interrupteurs et les voyants lumineux, mais mettre un écran et un clavier. Et donc, ce clavier, cet écran, c'était un petit poste téléviseur qui était des postes téléviseurs cathodiques que l'on vendait dans le grand public. Il va l'adapter en réalité à sa machine. Et c'est comme ça qu'il va réaliser son premier ordinateur. Et donc, il faut savoir que donc il va réaliser ce premier ordinateur et il va l'appeler l'Apple One. Donc l'Apple One, et cet Apple One là, il va évidemment le présenter au cours d'un salon dédié à l'informatique, et ce salon là va véritablement créer un succès à sa présentation, parce qu'à partir de là, évidemment, les gens vont, ça aussi on ne le dit pas souvent, il faut savoir que lorsqu'il avait présenté son micro-ordinateur, son prototype, lors de ce salon-là en Californie, dans la Silicon Valley, au départ, les gens ont cru que c'était un canular, parce qu'ils se disaient qu'un ordinateur ne pouvait pas avoir une aussi petite taille. Donc, beaucoup vont tourner autour de la machine pour regarder s'il n'y avait pas des câbles qui passaient quelque part et qui étaient reliés en fait à un vrai ordinateur, une grosse machine camouflée quelque part. Et donc, ils vont vite se rendre compte que ce n'était pas le cas, c'est que c'était vraiment un micro-ordinateur, mais ce micro-ordinateur, il était vendu à peu près $666,66 et donc, à partir de là, 200 exemplaires vont être mis en vente, vont être fabriqués. Parce que la fabrication de ces ordinateurs était encore très rudimentaire, elle était encore artisanale. Et donc, 200, c'était le maximum qu'eux, ils pouvaient faire. Mais ça leur permettait de faire aussi une marge quand même assez intéressante de près de 50% pour le fabricant et de à peu près 30% pour le revendeur. Et donc, Steve Wozniak va d'abord signer un accord, un accord commercial avec un revendeur, notamment non loin de la Silicon Valley, et c'est ce revendeur-là qui va écouler très rapidement 175 des 200 exemplaires qu'il avait. Et à partir de là, véritablement, le succès va venir, la chose va apparaître, et c'est à partir de cet instant que va apparaître maintenant un deuxième personnage tout aussi important, qui est celui de Steve Jobs. Donc Steve Jobs, lui, va découvrir l'Apple One, qui avait été créé par Steve Wozniak, et les deux hommes vont ensuite très rapidement devenir des amis.
Et Steve Jobs, lui, il avait véritablement, lui aussi c'est un ingénieur, mais lui il n'était pas très côté technique. Mais lui par contre c'était un visionnaire, un excellent publicitaire, un excellent marketeur. Et lui il va sentir véritablement qu'il y avait quelque chose à faire de ce point de vue-là et que véritablement on pouvait même changer l'histoire avec cet appareil que Steve Wozniak venait de mettre en place. Et donc, c'est ainsi qu'ensemble, ils vont retravailler l'appareil. Il faut savoir que l'Apple One avait ce petit clavier-là qui reposait sur un support en bois avec un petit écran. Alors, lui, il va changer cela. Il va faire le tout sur sur 3 blocs, mais là, le support n'est plus en bois, mais c'est en plastique. Et il va ajouter, pour la première fois, une souris et puis des prises de sortie pour pouvoir connecter d'autres appareils à cet Apple-là. Et donc, à partir de là, ils vont, dès l'année suivante, en 1977, va sortir maintenant l'Apple II. Et cet Apple II-là va véritablement aussi connaître un grand succès, notamment du près des geeks en informatique. Et là, véritablement, c'est à partir de cet Apple II-là que véritablement l'histoire va démarrer. Mais est-ce qu'à l'époque, ils étaient déjà sous le label Macintosh? Non, mais ils avaient la notoriété, mais ils n'avaient pas le succès. Parce que financièrement, Apple n'arrivait pas à générer les bénéfices qu'ils attendaient pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'Apple One et l'Apple II avaient quand même... il fallait vraiment aimer l'informatique pour pouvoir utiliser ces appareils-là. Je prends un exemple. L'Apple One, par exemple, pour le faire fonctionner, quand on l'allumait, il fallait introduire 3000 codes pour pouvoir faire fonctionner l'ordinateur. Donc, tu imagines que tu dois te lever tous les matins, tu allumes ton ordinateur et pour pouvoir l'utiliser, tu dois d'abord intégrer 3000 codes. Et donc, Steve Wozniak, lui, il arrivait à le faire parce que c'était sa machine, il connaissait les 3000 codes par cœur, mais ce n'était pas évident. Et pour pouvoir introduire ces 3000 codes, lui, ça lui prenait 20 minutes minimum. Or, d'autres personnes, ça pouvait prendre 30, 40, voire 1 heure. Et donc, ça, c'était le premier côté qui était assez compliqué. Avec l'Apple II, ils vont décider d'introduire une espèce de disquette. C'est cette disquette à l'intérieur de laquelle se trouvaient les 3000 codes. Démarrage. Voilà, et c'est cette disquette qu'on introduisait. Et cette disquette-là démarrait et permettait au système d'exploitation de lancer les 3000 codes et ensuite on pouvait utiliser l'ordinateur. Ce n'est que à partir de 1984 et notamment lorsqu'on sort de l'Apple II, on arrive sur le Macintosh. Avec le Macintosh, là véritablement il y a un bond en avant avec l'introduction de la souris, avec l'utilisation de cartes mères plus élaborées qui permet d'avoir un graphisme plus intéressant. Et ce n'est qu'à partir de 1984, donc près de 8 ans plus tard, que l'aventure, si tu veux, de l'aventure industrielle, l'aventure d'Apple va devenir le succès technologique parce que véritablement, Apple était très connu et apprécié des gens mais qui étaient dans cette petite communauté d'informaticiens, mais ce n'était pas vraiment le grand succès commercial. Or, ce n'est qu'à partir de 1984, avec l'introduction de la série des Macintosh, que là, la marque Apple va devenir une véritable marque commerciale avec un grand succès grand public. Et c'est à partir de 1984 que l'histoire que l'on va connaître par la suite va démarrer. Merci Jean-Paul qui revenait pour le brin d'histoire ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale, sur la radio, le pilote de la capitale. On repart en musique avec Chaka Khan et on se retrouve. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.